plus détaillé ailleurs, mais... Merci. Il y avait Monsieur Pérez qui avait une question. Oui, merci Madame la Présidente. Vous disiez, Madame Borelli, je crois, tout à l'heure qu'il y avait, et c'est heureux, de moins en moins de violences. Il me semble que c'est ce que vous avez dit. Moi, je serais... Et je rajoute que c'est heureux. Non, moi, je serais intéressé un peu pour que vous puissiez nous dire quelle est l'ampleur en fait du mal aujourd'hui, parce qu'on parle de signalement. Alors, c'est sans doute difficile d'avoir des chiffres précis, bien évidemment, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas signalées, qui sont supposées mais pas signalées, d'autres qui sont clairement signalées, et puis il y a des faits, on va dire, légers et des faits beaucoup plus graves, beaucoup plus engageants, beaucoup plus impactants. Mais globalement, est-ce que vous pouvez quand même essayer de nous décrire un peu l'ampleur, voilà, l'ampleur du mal, de quoi on parle, de combien de cas on parle, combien de tournages impactés, etc. Je vous remercie. Madame Berger. Attendez. Madame Berger. Oui, merci Madame la Présidente. Merci à vous pour cette audition. Par rapport à ce que vous disiez, il y a parfois des éléments qui semblent insuffisamment clairs dans les responsabilités qui vous incombent. Est-ce que du coup, nous, d'un point de vue de législateur, il y aurait des clarifications utiles à apporter, que ce soit des enjeux de clarification vis-à-vis de vos responsabilités contractuelles, des enjeux assurantiels dont vous avez largement parlé, ou vis-à-vis du droit du travail, puisque vous l'avez évoqué au regard aussi de la taille notamment des entreprises concernées, où en fonction justement de la taille des entreprises concernées, les mêmes responsabilités n'incombent pas ou les mêmes possibilités ne sont pas offertes. Est-ce que c'est là-dessus des éléments qu'on pourrait nous travailler d'un point de vue législatif ? Parce qu'après, sinon, il y a beaucoup de choses qui sont recommandées, ou que vous recommandez, mais qui finalement ne sont pas vraiment de la responsabilité du législateur, mais sont plutôt de la responsabilité ensuite des bonnes pratiques qui peuvent être mises en place, ou de point de vue réglementaire, ou vis-à-vis du CNC. Je vous remercie. Merci. Qui souhaite répondre ? Je vais peut-être. Je ne pense pas avoir dit qu'il y en avait de moins en moins. Je pense qu'au contraire, on en apprend de plus en plus. La libération de la parole, c'est ça, hein, c'est-à-dire qu'il faut que les techniciens, techniciennes, talents de nos films sachent qu'ils peuvent et que c'est en leur pouvoir de pouvoir signaler des faits. Je pense, non, ce que je voulais dire, c'est que je voulais dire qu'avec tout ce qu'on met en place et qui est très récent, on en est bien conscient, avec cette prévention, cette formation qui va être obligatoire sur chaque tournage, ça veut dire que un technicien, s'il fait 3 films dans l'année, il aura 3 réunions préalables avec producteurs, chefs de poste, réalisateurs, les talents, les acteurs principaux, une psycho ou un psychosociologue qui va être mandaté par un organisme de formation pour... J'ose espérer que, entre la libération de la parole, le fait que les gens soient de plus en plus informés de leurs droits et de leurs devoirs aussi, parce qu'il peut y avoir des accusations abusives, etc., etc., parce que aussi on risque à accuser à tort des gens, etc. J'ose espérer que cela va faire son œuvre et que d'ici, là, ça va se mettre en place cette année, enfin cette fin d'année, début d'année prochaine, d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans, on puisse constater que ça se passe beaucoup mieux sur les tournages. Parce qu'on ne parle pas d'une dimension et qu'il faudra qu'on aborde à un moment donné, c'est aussi la question des violences et harcèlement moral, qui est très très importante. Moi, je peux dire, par exemple, que je n'ai jamais eu de tournage avec violence, enfin, en tout cas, je n'ai jamais été prévenue violence et agression sexuelle. Par contre, violence morale et harcèlement moral, je peux dire que ça m'est arrivé sur un tournage, oui. Il y avait une question dans la salle et après, et moi, j'avais aussi une question, mais je la poserai après. Allez-y. Merci. Ouais, pour vous répondre, je pense vraiment que d'un point de vue légal, à part l'assurance, le reste, on est quand même à peu près carré. Il faut qu'on se forme, ça c'est sûr, mais du coup c'est volontaire. Mais sinon, sur les problèmes légaux, je pense que voilà, c'est vraiment l'assurance le gros point. Et pour compléter, c'est vraiment le travail des partenaires sociaux d'adapter une somme juridique et du Code du travail qui sont déjà très, très couvrants du point de vue de nos métiers.
Allez, Madame Melchior, Monsieur Balanant, et après je m'inscris dans le tour de parole. Merci Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, Mesdames. Je me posais la question, parce que vous avez dit qu'un tournage, ça allait vite, enfin 5 semaines, c'est vrai que c'est très court. Or, on sait que la libération de la parole, parfois, elle est tardive. Phénomène de sidération, la peur des autres, du regard des autres. Et comment ça se passe quand la libération de la parole, elle a lieu après? Est-ce que vous avez toujours une responsabilité? Comment vous le gérez? Je vous remercie. Réponse groupée, parce que sinon on ne va pas s'en sortir. Monsieur Balanant. Oui, je rebondis sur ce que vous venez de dire, Madame Borelli, sur la question des violences morales, puisque de toute façon, elles sont dans le champ de dans notre commission d'enquête. Et il y a quelque chose qui me surprend un petit peu, pas à votre égard, mais sur cette question. Parce qu'on voit bien, et dans les auditions qu'on a eues, dans tous les témoignages qui nous remontent, que justement, cette question des violences sexistes et sexuelles aujourd'hui qui déclenchent un mouvement de prise de conscience, en réalité, ça fait très longtemps que les violences morales sur les tournages, sur les plateaux, étaient quasiment la norme et étaient tolérées. Et la question que je me pose, c'est pourquoi ça n'a pas été traité avant, sachant que c'est le Code du travail depuis les années 2000 et même avant. Donc ça, c'est un vrai sujet, parce que moi, je pense justement que ces violences morales qui permettent à celui qui a du pouvoir de maltraiter les gens qui n'en ont moins sur un plateau, qui a du pouvoir soit parce que c'est une star, soit parce qu'il a le pouvoir économique, soit parce qu'il a le pouvoir hiérarchique, c'est cet état de fait, de tension morale, de rapport de force qui fait que on pardonne aussi, en fait, et que ça conduit aussi aux violences sexistes et sexuelles. Et pourquoi la prise en compte, elle n'a pas été prise avant, alors que c'est aussi le Code du travail? Et j'ajoute ma question sur les cas qu'on a eus qui ont été médiatisés, type Adèle Haenel ou Judith Godrèche, qui, elles, ne se sont pas plaintes sur le moment du tournage, mais autour desquelles il y avait des adultes qui étaient en capacité de voir et qui n'ont pas signalé. Et ça, on fait jusqu'à présent porter la responsabilité du signalement sur la victime de l'acte ou du harcèlement. Que pensez-vous de la position que doivent avoir les autres acteurs? Quand je parle d'acteurs, c'est au sens générique, c'est pas en tant qu'acteur ou actrice de cinéma, mais les autres personnes présentes sur le tournage, du signalement d'une situation qu'ils trouvent, qu'ils pensent être en dehors du droit ou mettant en danger une autre personne sur le tournage. Parce qu'en fait, là, c'est complètement en dehors pour l'instant de toutes les réflexions des assureurs, des producteurs, de tout le monde en fait. Donc je voudrais vous entendre là-dessus. Donc il y avait Madame Melchior, la question de Monsieur Balanant et la mienne. Je vais répondre à la question de Madame la députée. C'est vrai que c'est assez régulier que les signalements, en tout cas la parole se libère après le tournage. Pourquoi? Évidemment, les salariés ont peur de remettre en cause le bon déroulé du tournage, d'où la question indispensable des assurances, encore une fois. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois d'être contactée par des producteurs qui apprenaient, une fois que le film était terminé, qu'il y avait eu telle ou telle situation plus ou moins grave sur son tournage. Et ils ne savent pas quoi faire. Évidemment, l'enquête est compliquée à mettre en œuvre, puisque l'enquête, elle a quel objectif? D'objectiver les faits pour prendre derrière des mesures disciplinaires ou des mesures organisationnelles. C'est trop tard. En revanche, nous, ce qu'on leur conseille toujours de faire, c'est quand même de reprendre attache avec l'équipe pour les orienter vers les cellules d'écoute, vers la médecine du travail, vers l'inspection du travail, etc. En tout cas, même si le signalement intervient après, il doit être traité, quand bien même il n'y a pas forcément d'enquête, et il doit aussi être traité au niveau de la prévention, puisque, encore une fois, toute société de production doit mettre en place une procédure interne de traitement des signalements et une procédure de signalement. Donc, les cas qui peuvent survenir sur des tournages doivent normalement aussi nourrir l'amélioration de la prévention derrière. Donc voilà. Et tout ce qu'on a mis en place au niveau conventionnel, le but, c'est justement que les signalements puissent arriver le plus tôt possible pour éviter qu'on en arrive à des situations qui dégénèrent et qui deviennent gravissimes. S'il y a un agissement sexiste, s'il peut être signalé le plus tôt possible pour qu'il soit pris en compte à ce moment-là, avant que ça puisse dégénérer, c'est l'idéal. Donc voilà, c'est tout le dispositif qui a été mis en place, c'est ce but-là, et c'est un processus de longue haleine.
Pour vous répondre sur le harcèlement moral. En gros, le cinéma, la nouvelle vague, tout ça, je ne vais pas vous faire un résumé. L'auteur-réalisateur, aujourd'hui, c'est notre statut unique que le monde nous envie, l'exception culturelle, les financements, enfin voilà, on a un système qui est extraordinairement protégé. Et en haut de cette pyramide, notamment l'auteur-réalisateur, qui est un peu tout puissant, et en même temps que le monde nous envie aussi par rapport aux talents dont on dispose. Voilà, donc il y a tout un changement de mentalité. Et en réalité, le cinéma, c'est comme le reste de la société. On évolue avec tout le monde. Donc effectivement, il y a une toute-puissance potentielle du réalisateur. Je dis bien potentiel, heureusement, ce n'est pas tout le temps le cas. Et les financements également, le système de financement que tout le monde nous envie également, est lié à 3-4 noms. Donc là, je parle de gens sur qui on monte le film, de trois acteurs et un réalisateur. Donc il faut aussi qu'on soit aidé, si jamais on doit sortir une de ces 3 ou 4 personnes essentielles, à ce que nos financeurs ne nous appellent pas en disant « Ah, t'as perdu un tel, du coup c'est moins de 200 000 ». Voilà, ça c'est un vrai cas. Bon, je ne pense pas que la loi puisse faire quoi que ce soit, mais c'est un vrai... Enfin, en tout cas, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est un vrai point qui nous arrive tout le temps. Donc ça, voilà. Mais c'est aussi l'avantage de l'inconvénient, c'est-à-dire que grâce au fait que les chaînes de télé soient obligées de financer nos films, on les monte. Les chaînes de télé, elles ont des audiences à faire à 20h30. Donc si c'est mon cousin qui joue dans le film, il y a moins d'audience. Enfin, voilà, évidemment, c'est lié. On ne sait pas, sur un malentendu. Mais mon pauvre cousin en plus. Mais voilà, donc tout ça est lié et c'est une mentalité globale et tout est lié à l'argent, comme à chaque fois. C'est-à-dire que si on évite de perdre de l'argent quand on doit changer quelqu'un qui se comporte mal, je pense que il y en a certains qui hésiteront moins à mal se comporter. Et notamment dans certains contrats d'acteurs, en cinéma, pas du tout en audiovisuel pour le coup, puisqu'en audiovisuel, le réalisateur est moins identifié. Voilà. Vous savez que vous avez fait un lapsus. Hein. J'ai dit quoi ? Qui hésiteront moins à mal se comporter. C'est ça. À force de travailler sur ce sujet, ça me monte à la tête. Qui hésiteront plus à mal se comporter. Non, mais souvent, il y a des acteurs qui signent un tutu personné si c'est un tel qui réalise le film. Donc, ce changement de clause, par exemple, alors que médicalement, par exemple, il y a des réalisateurs qui peuvent démarrer un film en ayant un problème de santé. Il y a une clause de substitution qui est prévue pour qu'un autre réalisateur les remplace. Donc, ça existe, ce système. Bon, voilà, c'est faisable aussi de se dire, si le réalisateur ou la réalisatrice se comporte mal, on peut le changer et ça n'écroule pas tous les financements. Ça, je pense que ça peut jouer beaucoup. Voilà. Oui, on peut travailler peut-être... Ça marche ? Oui. On peut travailler effectivement sur cette question des talents, en fait, parce que pour... exprimer clairement les choses, quand on parle de harcèlement moral, etc. Moi, j'ai des remontées, par exemple, de producteurs qui me disent « Oui, mon directeur de production, une partie de l'équipe image s'est plainte parce qu'il vivait un harcèlement moral. » Alors, je lui dis « C'est quoi le harcèlement moral ?» Notre directeur photo, il ne nous parle pas. Bon, ça se gère. Voilà, oui. Ça se gère entre guillemets, relativement facilement, c'est-à-dire que le directeur de production et le producteur ont fait un rendez-vous avec le directeur photo et son équipe pour essayer de dénouer l'affaire. Elle s'est dénouée très facilement. Là où toute la structure du film est très en danger, c'est sur les talents qui ne peuvent pas être remplaçables ou remplacés. Moi, je tiens particulièrement, par exemple, à une chose, c'est que quand il y a une victime sur un tournage, que ça ne se passe pas comme à l'école où c'est la victime qui est délocalisée et que c'est l'agresseur qui reste parce qu'il est plus important, puisque souvent c'est des rapports de domination. Et donc l'idée, ça serait que quand même on puisse dire c'est l'agresseur potentiel qui peut être écarté, mis en retrait, tout en respectant le droit du travail. Donc attention, on ne fait pas n'importe comment. Pour la question des talents principaux, c'est-à-dire les acteurs et actrices sur lesquels les financements se montent, évidemment, il y a une sorte de panique, entre guillemets, qui peut... Et je termine avec les réalisateurs et réalisatrices. Vous savez très bien qu'on a un droit d'auteur très protecteur pour les auteurs et autrices, réalisateurs, réalisatrices, et qu'effectivement, des questions se posent. On pourrait discuter aussi d'un tiers de confiance, quelqu'un qui pourrait venir, entre guillemets, sinon remplacer, accompagner, entre guillemets. J'écoutais
l'audition de Sarah Forestier quand elle disait peut-être que plutôt que d'exclure, est-ce qu'on accompagne, est-ce qu'on trouve un système qui permette à tout le monde de rester là et de pouvoir continuer à faire le film. Enfin, tout ça, c'est en fait aussi de la gestion de ressources humaines et de comment on arrive à dénouer et à prendre en compte ces situations. Monsieur Balanant, pour la dernière question